Bonsoir, bienvenue sur JDR Factory, dans cette nouvelle émission de Jouons avec. Et cette fois-ci, on va parler d'équipement, de stuff, d'objets, de tout ce que les aventuriers mettent dans leur sac à dos pour voyager. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes avec ça? On va répondre à cette question avec Axel et Kaloum. Générique. L'équipement dans le jeu de rôle, tout un sujet, tout un vaste sujet, à la fois peut-être ce qui motive les aventuriers à partir en mission ou au contraire parfois qui rebute les joueurs absolument et totalement. Il y a certainement des choses à dire et donc je suis avec mon compère Axel que je ne présente plus, qu'on ne présente plus, qui est Ne me là. présentez plus, j'en Voilà. ai marre, ça suffit. Mais nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir Kaloum, qui lui, pour le coup, il a sa première participation sur Judea Factory. Kaloum, est-ce que tu peux Salut! te Merci de me présenter? recevoir. Oui, tu peux te présenter au public francophone parce qu'il me semble que tu es un peu plus connu du public anglophone. Je sais pas si je suis connu, hein. Je me débrouille, je fais ce que je peux. Donc je suis un rôliste londonien et fier de l'être, tout comme les shows que je produis sur la bannière The Rollist. Donc j'ai pris le terme rôliste francophone et j'ai rajouté juste un petit article en anglais devant tout pour... Je vais y avoir des mélanges d'anglais et de français ce soir. Pour signaler que c'est un show en anglais. Maintenant il y a plusieurs shows sous la bannière des rôlistes. Je fais aussi partie de la faculté de la RPG Academy, qui est basée essentiellement aux États-Unis. Et voilà, je suis très actif du côté anglophone. Et ben, grâce à Cyberconf 1 et 2, j'ai commencé à m'ouvrir un peu sur la communauté francophone. Et maintenant que j'ai un jeu qui a peut-être une traduction qui arrive en français, j'ai le plaisir d'être invité à mon tour dans des shows francophones. Et c'est un grand plaisir. Donc ce Ouais. jeu, c'est Paris Gondo, dont nous La magie allons... salutaire de l'inventaire. Voilà, nous parlerons plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Puisque Mm. dans cette première partie, je vais commencer par, en fait, vous parler de l'équipement de base. Qu'est-ce que c'est l'équipement pour des personnes qui découvriraient le jeu de rôle, qui se diraient, mais mon Dieu, mais l'équipement, je ne vois pas à quoi ça correspond. Eh bien, la majorité de l'image d'Épinal de l'équipement, avouons-le, ça va quand même de Donjons et Dragons, hein, qui est le premier jeu de rôle où l'équipement avait une importance capitale dans ce jeu. Et puisque c'était tout ce qui faisait que l'aventurier était capable à la fois de coller des tartes avec des épées plus 1 dans l'adversaire, mais aussi d'avoir une corde de 30 mètres toujours autour de lui pour tomber dans un puits, un trou, d'avoir des fameux bâtons de 3 mètres pour toucher à distance le sol pour éviter les pièges. Donc tous Les ces... cordes. Oui, bien sûr, les cordes, les briquets à amadou, les fameux Oui, briquets à les briquets amadou, Amadou. que Le... voilà, que tout bon rôliste fan a toujours eu dans son équipement au milieu avec sa cantine, son écuelle, sa cuillère en bois, Exactement. et Les voilà, rations, les rations, les tentes, toutes ces choses-là. les composants pour faire des sorts, et qu'il y en a des différents spécifiques Oui, pour différents trucs. Voilà, donc toutes ces choses-là sont l'équipement qui donc va permettre à l'aventurier de faire de l'aventure, puisque c'est quand même très majoritairement l'utilité de l'équipement, c'est pour l'aventure. Et dans le jeu de rôle traditionnel, et surtout Donjons et Dragons, l'exploration et l'aventure est quand même très centrale, en plus du combat. Et évidemment, pour éviter que, comme dans les vieux jeux, on aimait bien que les choses aient l'air un petit peu réalistes, et pour éviter d'avoir une baliste de 30 tonnes et un canasson sur son dos, on mettait des limites dans son équipement. Mais on appelait ça l'encombrement. Combien chaque objet pesait, jusqu'à la pièce d'or dans certains jeux. Et Et lorsqu'on des avait emplacements aussi. et les emplacements dans certains jeux, comme dans Rêve de Dragon, qui est bien connu pour ça, pour être un jeu où, si l'on voulait transporter correctement de la nourriture, il fallait mettre la nourriture dans un sac, lui-même dans un autre sac, et si tu ne mettais pas le sac entre les deux, il pouvait y avoir une chance que la nourriture se mélange dans ton sac à dos. Bref, il y a des jeux qui sont allés très loin dans la gestion très réaliste de cet équipement. C'est Quand du on dé... rêve, hein. C'est du rêve. Ouais, je me Faire des souviens Tupperware avec avoir des passé trucs. longtemps dans mon équipement de Rêve de Dragon pour mettre des sacs dans des sacs. Tout à fait. Et donc, tout cela avait évidemment un poids. Si le poids était trop lourd ou trop encombrant, eh bien, on ne pouvait plus avancer, sauter, bouger. Bref, pendant longtemps, c'était cette manière dont l'équipement a été géré dans beaucoup de jeux de rôle.
Et depuis quand même plusieurs années, il y a eu des évolutions. Et c'est de ça dont on va parler, parce que dans Jouons avec, on essaie de donner des tips, des exemples de règles de jeu ou d'expériences pour peut-être twister, changer votre appréciation de l'équipement. Et donc, commençons par le plus lourd, l'encombrement par exemple, dans des objets. Kaloum, est-ce que comment toi tu gères dans les jeux tradis ou même si tu joues à Donjons et Dragons ou comment tu joues l'encombrement tu comptes poids par poids ou tu as des petites astuces pour un peu alléger la Hop. chose? Alors les jeux tradis, moi j'ai eu Nephilim, Star Wars D6, de jeux des cartes, un petit peu d'Innominé, un petit peu de Vampire, pas mal de légendes des 5 anneaux. Et en fait, l'encombrement, comme beaucoup de choses, dès qu'on parle de design, ma formation c'est architecte, et un truc que j'ai découvert en tant que designer, avant même de faire du jeu, c'est que ce qui est important quand on design, c'est les choses qu'on fait pas. C'est important de décider ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire. Et dans mon expérience traditionnelle du jeu de rôle, les règles d'encombrement, elles étaient là, mais on s'en servait pas vraiment. On essayait d'être cohérent et c'est une approche qui est tout à fait louable. En tant que joueur, je pense, d'ignorer certaines règles, c'est extrêmement courant. Bon, bien sûr, il y a la règle du cool, qui dit que dans une scène particulière, tu vas ignorer les règles parce qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe. Mais je pense que c'est un peu l'apanage du jeu traditionnel d'avoir des règles pour tout et finalement de pas servir de grand chose. Donc, si l'encombrement n'a pas une raison narrative, dramatique d'être tenu en compte, généralement on n'en tient pas en compte. On essaye de pas faire des choses qui sont complètement ridicules, qui cassent l'immersion et l'illusion. Mais à moins que ça soit la scène de justement, oh non, on a tué le garde et faut qu'on emmène le cadavre quelque part avant que d'autres gardes arrivent. Et soudainement, ça devient une scène très dramatique, voire humoristique à la mon week-end chez mon oncle Bernie, où on se trimballe à deux le cadavre d'un garde et l'anime comme une poupée pour essayer de faire croire qu'il se passe des choses. Je crois que c'est tout à fait valable d'ignorer l'encombrement si c'est pas capital à l'expérience spécifique que vous cherchez dans votre jeu de rôle. On parlait avant de commencer d'OSR, de jeux un peu compétitifs à Donjons et Dragons 4ème édition. Dans ce cas-là, ça peut être tout à fait valide. Et dans ce cas-là, il y a des règles et on les suit. Mais sinon, si c'est pas important pour votre expérience, c'est bon, ignorez-la, ignorez-la. Il n'y a aucun problème pour ça. Très bien. Bah, Axel, moi, excuse-moi. je suis plutôt complètement d'accord avec ça. Je joue toujours à Warhammer V2, où l'encombrement dépend des stats du personnage, de l'endurance, etc. Et notamment sur les règles de création, il y a des règles en fonction des races. Et c'est une des raisons pour laquelle je jouais beaucoup un nain à l'époque, que j'aime beaucoup jouer des nains. C'est que les nains, ils peuvent porter comme des canassons, donc on en a un peu, entre guillemets, pas grand-chose à faire de l'encombrement, faut y aller, y aller, y aller pour vraiment être trop lourd. Perso, ça m'a toujours Euh, fait rigoler quand même d'imaginer le nain avec en gros ce un qui est sac à dos mais 3 fois exactement, plus grand que lui. Genre, j'en ai mais, rien à foutre. Genre. mais complètement, et c'est devenu même, on le retrouve sur des images et des images un peu rigolotes. Effectivement, même le nain euh, dans pas Reflet d'acide, ah peut-être que si, bref, Reflet d'acide ou Nullbuck, où on voit ces images où il a une espèce de montagne sur le dos parce qu'il rapporte tout son loot. Et bah c'était un peu ça. Moi, je jouais mon nain pour pouvoir rapporter tout le loot. Et c'est un truc qui a beaucoup évolué pour moi. C'est-à-dire que maintenant, l'équipement, en fait, on a un contrat avec les joueurs. C'est tu prends ce que tu veux, tant que ça reste cohérent et tant que tu me fais pas suer. Parce que déjà, on joue pas des caisses d'épée à chaque mob. En général, il y a une espèce de convention tacite après le combat, tout est détruit, sauf si je te dis que tu trouves un truc particulier. Voilà, dans l'idée, pour éviter les heures et les heures à être en mode, alors, combien de pièces d'or et d'argent sur ce gobelin? Combien d'épées, d'armures et voilà. Parce que j'en ai fait des parties comme ça. On reviendra sur le combien. On reviendra Ouais. sur le combien. Là, moi, j'étais vraiment sur l'encombrement, là, le combien, tu vois, le poids, tout ça. Ah ouais, complètement. Je- Et du coup, j'y arrivais. J'y arrivais parce que j'ai fait une partie de Pathfinder où je me suis retrouvé avec des joueurs qui jouaient beaucoup à Pathfinder et où ils avaient prévu la charrette, machin, et où on s'est tapé des allers-retours dans le donjon à sortir toutes les épées de tous les mobs qu'on avait fracassés, de toutes les armures, de toutes les pierres précieuses, de tous les machins.
et où en fait on avait passé littéralement 2 heures de jeu là-dessus, et où bah, en fait à la fin de 2 heures, tu as envie de te tirer une balle, plus qu'après un combat de 2 heures, ce qui est pas peu dire, hein. Voilà, voilà. C'est la Dé- logistique. C'est exactement ça. Ils étaient organisés, je en mode, mais mon démé- Dieu. S'ils s'amusent, Ah Ah, mais oui, à la faculté de RPG Academy, on a un dicton, c'est If you're having fun, you're doing it right. Donc si eux s'amusent avec ça, ils le complètement. font bien. Si toi tu t'amuses pas à le faire, bah, tu ferais mieux d'aller jouer à une autre table. Et du coup, j'ai joué à autre chose. En fait, c'était un test de Pathfinder, j'ai plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. déménageur de role-playing game. Mais Exactement. n'empêche que bah, je vois que vous êtes farouchement opposé à l'encombrement. Pourtant, Oh non, j'ai non, non, l'impression, non, non. je vais revenir, je vais refaire mon temps, mais il me semble quand même que beaucoup d'idées ont été développées, en particulier grâce bah, aux jeux vidéo, qui ont quand même vachement institutionnalisé le principe du slot, quoi. C'est-à-dire l'endroit où tu as le droit de poser, tu vois, combien d'anneaux, combien de machins, etc. Et Combien de hallebardes moi, je dans ton pense sac? tout ça très rapidement à genre Lamentation of Flame Princess, qui est un jeu OSR, old school, mais qui a ce côté justement d'encombrement maximisé, pas au niveau du poids, mais au niveau du slot, quoi. Vous avez le droit à tant de gros objets, tant de petits objets, et donc en gros, c'est beaucoup plus léger à gérer, quoi. C'est-à-dire, tu sais que bon, si t'as une épée à 2 mains et un grand bouclier, bah c'est fini, tu prends plus de gros objets, quoi. Et tant pis pour ton armure. Donc déjà, c'est une manière de gérer le poids de manière, me semble-t-il, déjà un peu plus facile et ludique et sympa. Je sais pas si vous avez d'autres exemples comme ça. Most Reader a une façon très amusante de le faire aussi. En fait, chaque objet est dessiné et tu le découpes dans Mm. un petit morceau de papier. Ça fait 4 cases ou 2 cases, un peu à la Tetris. Et t'as un sac d'inventaire qui sont des cases vides et tu dois les positionner Quel jeu? J'ai pas entendu le nom du dedans jeu. pour Quel jeu? J'ai pas entendu le nom. Most Reader Ah, Mouse Ritter, ah, d'accord, oui, c'est ça. Ok. C'est le jeu avec les souris qui est excellent. et Ah, OSR faut en fait. attester en Mais plus. vous Ouais. jouez des souris à leur échelle qui se baladent dans un monde où elles Mm. galèrent. D'accord, donc ça devient un puzzle en fait. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc c'est un mini-jeu dans le jeu du puzzle pour gérer son équipement. D'accord. Ouais. Oui, tout à fait. Mais sinon, je suis pas contre l'encombrement du tout. Je veux dire, moi, je suis un grand fan et défenseur de Donjons et Dragons 4ème édition, on le sait bien, a ses détracteurs. Mais ça a son charme aussi d'essayer d'avoir son équipement parfait. T'as un emplacement pour ta tête, t'as un emplacement pour tes anneaux, t'as un emplacement pour ta ceinture, ton pantalon et ton torse et des brassières, etc. C'est très amusant quand c'est le propos, évidemment, du jeu. Non, bien sûr. J'imagine que dans Cthulhu, on est moins intéressé par ce genre de choses. C'est tout le principe. Mais... Mm. Voilà, ouais, par exemple. Donc, au-delà du poids, on parlait du nombre. Ça me parlait du nombre. Et quelque chose qui est toujours très compliqué à gérer. Combien j'ai prévu de cordes, combien j'ai de flèches dans mon carquois, etc. Il me semble qu'il y a quand même pas mal d'outils Bah, ludiques qui ont été trouvés depuis pour gérer ces histoires de nombre. complètement. Pour parler, on va rester un peu dans l'OSR, on va continuer sur cette lancée-là. Macchiato Monster, qui est aussi un jeu old school qui a été, j'ai plus l'auteur en tête, Eric fonctionne Niedan. avec Non. Eric Niedan en Niedan. plus, mais je suis trop. Mais allô, Pour la peine, j'ai eu un doute. je ne la couperai pas celle-là, je la laisserai. Tu auras Non, ta. Eric, tu m'excuses, la fatigue, un instant de fatigue. Qui est un dérivé Et du donc, Black Hack, parce que le système d'encombrement vient du Black Hack. Mais... ouais, tout à fait. Et donc, le système, en fait, c'est des utilisations. Il y a des dés d'usure, en fait. À chaque fois que vous utilisez un objet, il a un dé d'usure qui y est attribué. Et si vous faites pas le bon résultat, le dé va descendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dé. Donc, jusqu'à ce que vous ayez plus l'objet ou que l'objet soit trop abîmé. Si on parle d'une corde, elle sera trop usée, elle va se rompre. Si on parle, je ne sais plus, enfin, de ration, bah, vous avez fini de manger votre part de ration, etc., etc. C'est un, alors, c'est un concept que j'aime beaucoup sur le papier, parce que j'aime beaucoup jeter les dés, j'aime bien l'aléatoire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en jouant à Macchiato Monster, il pouvait être vite frustrant. Euh, Après, c'est lié à l'OSR, mais parce que du coup, on a tendance à vite voir les trucs disparaître. Et si t'as pas de chance au dé, ça peut vite être cataclysmique, quoi. L'expédition peut vite devenir un calvaire, mais du coup, c'est un bon ressort de jeu. Parce que quand tes rations elles baissent, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas chasser, tu sors un peu peut-être de ton chemin prévu, tu vas aller voir si tu peux trouver des bestioles, des trucs comme ça. Si ta corde elle est cassée, bah, tu trouves d'autres solutions, ce qui a tout son sens en OSR. C'est-à-dire que bah, tu n'as plus de corde, bah, pour passer ce ravin, descendre, escalader, comment tu fais, mon pote? Et ben voilà. Et donc, c'est toute cette mécanique-là autour d'usure, en fait, de dé d'usure, exactement, qui fonctionne comme ça.
La mécanique exacte, c'est en Ressort gros. narratif, quoi. Ouais. Pardon. Ouais, La mécanique exacte, c'est que tu lances un dé, sur un ou deux, ça passe du dé en dessous, c'est ça? Me c'est semble-t-il. ça. Un, deux ou trois. C'est C'est Un, un ou deux ou ouais, trois? trois. Un, deux ou un, deux trois. ou trois. C'est ça. Donc un dé, ça peut Non, aller je crois que c'est un jusqu'à ou un deux. dé C'est un ou huit. deux, puisque tu as une chance sur 3 sur un D6 et tu as une chance sur 2 sur un D4. En gros, si tu as C'est possible. un D8 d'encombrement, tu lances ton dé, ta corde vaut un D8 par exemple de qualité, et chaque fois que tu l'utilises, tu lances ton D8, tant que tu fais au-dessus de 2, bah, ta corde est en bon état, dès que tu fais un ou 2, bah, ça devient un D6, puis après tu lances, puis si tu fais un et 2, ça devient un D4, et quand tu as un D4, tu as une chance sur 2 que ton objet se détruise. Donc voilà. Et donc Alum, excuse-moi, je t'ai coupé, est-ce que tu avais d'autres... Juste, voilà, c'est un ressort dramatique, un ressort narratif. On Exactement. tombe à court de bouffe, il faut trouver de la bouffe. Ça devient quelque chose qui est important à l'histoire. Si on joue à Légende des 5 Anneaux et qu'on tombe à court de bouffe à Ryoko Owari ou à Tosanushi, c'est un peu... C'est pas très important, je veux dire, on est à la cour de l'empereur, on peut trouver ça. Et même si on est dans la nature, sur la route, entre justement ces deux grandes villes, c'est pas très important non plus. Par contre, même à Légende des 5 Anneaux, si on part dans une expédition dans l'outre-monde, tout d'un coup, les ressources, c'est drôlement important parce que les ressources locales sont corrompues. Ça crée un sens de danger. Ça crée Mm. un moment qui est vraiment spécial dans votre campagne, même dans une campagne qui, a priori, n'est pas une campagne d'exploration de donjons et de gestion de ressources. Ça crée ce moment qui est vraiment particulier. Complètement. Surtout que dans L5R, ce qui est intéressant, c'est que c'est renforcé par l'univers, comme tu le disais, et qu'il y a même des adages qui se transmettent sur le mur, etc. De jamais boire l'eau qu'on trouve dans l'outre-monde, où que tu sois, etc. Quelle que soit la situation. Et ce qui peut du coup ramener des tensions hyper dramatiques. Ah, t'as plus d'outre, ton outre, elle a été percée par une flèche. Ah, c'est dommage, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu essaies de rentrer au mur? Est-ce que tu risques de boire dans cette... Ah, mais cette eau, elle a l'air magnifique, elle est d'un bleu limpide et pas aussi souillée que tout le monde le prétend. Et du coup, il y a beaucoup de jeux qui peuvent se créer autour de cet équipement, de ces ressources-là. Alors il y a un autre jeu, un autre outil que j'ai trouvé au bout d'un moment dans certains jeux plutôt narratifs, hein. On va plutôt aller vers Dungeon World ou par exemple Blood in the Dark. C'est des jeux où on considère que... parce qu'il y a des joueurs qui aiment beaucoup ça, à préparer son équipement, passer des heures à savoir, donc dans Rêve de Dragon, qu'est-ce que je mets dans mon sac, dans l'intérieur de mon sac, combien de petites billes en verre, etc. C'est un plaisir, on est tout à fait d'accord, y a pas de souci. Mais pour certains joueurs, pour qui c'est pas trop un plaisir de faire du planning d'équipement, ben, il y a certains jeux qui ont considéré que les aventuriers étaient plus à même que les joueurs même à préparer leur équipement. Donc il existe, me semble-t-il, des mécaniques pour générer de l'équipement a posteriori. Par exemple, moi, dans une campagne de Donjons et Dragons où mes joueurs sont partis en expédition, plutôt que de leur demander d'y passer 50 heures à faire leur sac, je dis, vous m'achetez des dés d'usure sur un sac à dos. Donc là, c'est pas l'objet en question, c'est qu'est-ce que tu sors de ton sac à dos, tant que c'est crédible que ce soit Mm. dedans, tu me lances ton dé d'usure, bah j'ai une corde, lance, bah ok, ton sac à dos est toujours des 10, t'as toujours des trucs dedans, et tant que ça ne suffit pas, tu sors des trucs de ton sac, d'objets normaux, pas fantaisistes, pas magiques, parce que ton personnage aura pensé, oui, bah oui, il y avait une tente de rechange, parce qu'il se disait bien qu'un jour ou l'autre, une de tes tentes allait pouvoir se faire brûler, tu vois, ce genre de choses. Mais Mm. donc, ça, je l'ai piqué dans d'autres jeux, et donc il me semble que Kaloum, toi, tu as tes préférences sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup. Très longtemps, j'ai trouvé que le meilleur système d'inventaire était celui de Blades in the Dark, où en fait, la manière dont ça fonctionne, tu ne choisis pas ce que tu as dans ton inventaire quand tu t'en vas faire un casse. Tu as une liste prédéfinie d'objets que tu as dans ton inventaire en fonction de ta classe. Et ce que tu dis à ton maître de jeu, ce que tu décides avant de te lancer dans le cache, c'est à quel point tu es chargé. Alors tu peux être légèrement chargé, moyennement chargé ou lourdement chargé. Alors chacun sont associés avec des descripteurs dont le maître de jeu et les joueurs doivent tenir compte. Si tu es léger, ben, tu sais courir et sauter facilement. Si t'as l'air plutôt innocent quand tu te balades en ville. Si t'es normalement chargé, entre guillemets, je sais plus comment c'est traduit en français, t'as l'air déjà un peu plus suspect, tu vas attirer un peu plus l'attention de quelqu'un, ça devient un peu plus difficile de sauter, etc. Ça va peut-être commencer à requérir des jets. Et donc, moyennement chargé, si je me souviens bien, normalement chargé, je crois que tu peux cocher 3 objets. C'est Dans ton- 3 quand t'es léger, 5 quand t'es médium, et 6 ou 7 quand t'es lourd.
Ouais, ok, donc quelque chose comme ça. Et donc tu coches des choses qui sont dans ta liste, et Mm. ça peut faire partie de ta préparation aussi de choisir des objets en plus à rajouter à cette liste, mais que t'as pas forcément. Et donc ce qui se passe, c'est que tu es dans l'action, et ok, je suis devant cet endroit, et j'ai besoin de quelque chose pour ouvrir ce coffre. Ah ben j'ai mes outils pour ouvrir mon coffre. Tu tiques outils pour ouvrir le coffre, ou tu as établi plutôt que tu avais obtenu la clé, mais c'est l'ogre quantique, mais comme inventaire. Ton inventaire se définit alors que tu y accèdes. Mais il y a quand même une mécanique claire qui est dedans. Et ça marche particulièrement bien dans le cadre de Blades in the Dark, qui est un jeu de casse. Et c'est vraiment dans les tropes de films à la Ocean's Eleven et tout ça, où tu vas avoir le flashback, où je recommande vivement une nouvelle série Shadow and Bone sur Netflix. Il y a des scènes, c'est tout droit tiré de Blades in the Dark, où bah, tu vois la personne qui doit ouvrir une porte, et t'as le flashback, ah ouais, je suis allé prendre un verre avec le garde en fait plus tôt, et je lui ai piqué la clé, et ce genre de choses. Donc ça marche vraiment bien avec le type d'ambiance et d'histoire que tu essayes de raconter spécifiquement avec ce système. Donc ça peut marcher éventuellement avec d'autres types de jeux, mais plus tu t'éloignes, ça sera pas forcément adapté. Justement, moi, pour continuer là-dedans, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est comme tu as une liste d'équipements dans laquelle tu peux Mm. cocher, la liste en tant que telle, elle raconte quelque chose. C'est-à-dire que tu sais que Tout à tu fait. joues à Blade in the Dark, et quand dedans, par exemple, tu as une fiole de rage, ok, donc c'est un monde où il y a des fioles de rage, tu vois. Si tu as un gaz anti-bruit, oh, il y a des gaz qui sont anti-bruit. Et donc, je veux dire, si tu fais des hacks de ce jeu, tu peux changer ta liste d'équipements, et donc, si tu voulais faire un hack, je sais pas, année 20, ta liste d'objets, avec un côté un peu Jules Verne fantaisiste, ta liste d'objets aurait un autre sens, présenterait d'autres choses, et bah, raconterait d'autres choses. Ça, c'est Mm. aussi l'intérêt, c'est que si tu coches ce que tu veux, mais la liste, elle est pas innocente. Et donc, bah, est-ce que tu as déjà utilisé cette méthode sur d'autres jeux, et si oui, comment? Moi, pas. Je dois dire, je suis pas un puriste dans le sens où je trouve que c'est mal de faire des hacks ou de mélanger des jeux, mais dans ma pratique à moi, j'ai tendance à coller aux règles. Donc, j'ai pas encore importé, exporté. Mais Blades in the Dark, il y a une version Star Wars qui existe, hein. Il y a Scum and Villainy, où vous pouvez jouer des aventures spatiales, space opera. Ah, je veux dire, c'est Star Wars, que même Villainy, c'est juste on a retiré les numéros de série pour qu'on puisse pas le reconnaître, mais si vous voulez faire du Star Wars comme M. Villainy, c'est vraiment une bonne option pour autant que je sache. Donc, spécifiquement, ça, non, je l'ai pas encore fait. J'ai envisagé de le faire dans d'autres types de projets, mais j'en suis pas encore là. Et Axel, est-ce que Ouais. tu as des choses... Bah, moi, j'ai testé, enfin, j'ai pas testé directement Blade in the Dark, j'ai testé Band of Blades, qui est globalement une version pour faire la Compagnie Noire. Et effectivement, j'avais beaucoup aimé ce côté typé. Notamment, moi, j'aime beaucoup le personnage de Toubib dans les bouquins et on retrouve un peu le même matériel pour justement retranscrire cette fiction. Et donc, dans le pactage, qui a, comme vous disiez, 3 niveaux, il y a aussi la charge utile qu'on choisit pour vraiment spécifier ce qu'on veut. Et c'est un système qui est hyper cool parce que du coup, notre personnage, il devient aussi unique par l'équipement. Là où, en général, c'est souvent les mêmes choses. Un autre système que j'aime bien, c'est Dungeon World avec ses utilisations de matériel. C'est-à-dire que on sait qu'on, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la corde, parce qu'il faut toujours avoir une corde quand on part à l'aventure. On va dire qu'elle va avoir Non, 5 une utilisations serviette. Il faut toujours une serviette quand on part à l'aventure. Oui, c'est vrai, mais la corde, ça marche bien. Vraiment, la corde, c'est vraiment un outil très utile. Si votre corde, elle a 5 utilisations, vous allez l'utiliser une fois, elle va perdre en utilisation, etc. Et vous savez qu'à zéro, eh bien, vous n'avez plus de corde, elle est trop usée pour être utilisée. Et ça permet aussi une gestion de, OK, j'arrive à 1-2 sur ma corde, peut-être que quand on va passer dans une ville, je vais finir par aller acheter des cordes, des trucs comme ça. Et c'est une utilisation où du coup c'est plus simple, on n'a pas besoin de tout compter comme sur Warhammer, à faire des maths, à dire alors attention, mon score d'endurance c'est ça, donc machin, etc. Mais en même temps, du coup, c'est quand même chiffré et ça permet une gestion facilitée même pour les nouveaux. Tu dis, bah, t'as 5 utilisations de cordes, c'est facile. Tu te lances dedans, boum, tu sais que tu utilises une fois, t'en as 4, etc., etc., quoi. Ça fait partie des systèmes que j'aime bien, ouais. Je trouve ce qui est intéressant avec Dungeon World aussi, c'est que ça devient une ressource. Mm, Il fait exactement. que le maître de jeu a des ressorts plus intéressants dans le cadre d'un combat ou d'une scène d'action.
plutôt que dire ah ben voilà, tu t'es pris un coup, t'as une griffe, oh, t'as perdu un point de santé. À la place, le maître de jeu peut s'amuser à dire ah bah comme tu le disais plus tôt, la flèche te touche pas, mais la flèche se plante dans ta gourde et tu perds l'eau. Mm. Ou le gobelin s'accroche à ta corde et hargneusement te l'arrache et s'enfuit avec et tu as perdu ton dernier point de corde qui te restait, ça y est, t'as plus de corde, comment tu vas faire dans Mm. cet endroit qui est une aventure à la spéléologiste, hein. Ouais. Et c'est mécanisé, c'est ça qui est encore mieux. C'est-à-dire que c'est pas à la discrétion du MJ, c'est un truc où on lui dit bah tu peux faire ça, hésite pas. Tout à fait. Ça fait partie des trucs où tu peux vraiment te diversifier, quoi. Donc ça marche plutôt bien. Tout à fait, parce que Dungeon World, effectivement, il y a un tabou quand même, ne jamais toucher à l'équipement du joueur. C'est quand même quelque chose. C'est souvent quand c'est des objets magiques qu'il aime pas qu'on Mm. touche dans son équipement. Mais en fait, l'équipement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme coût Complètement. à faire payer aux joueurs, comme tu l'as parfaitement décrit, Kaloum. Et même en dehors de Dungeon World, en fait, dans n'importe quel jeu de rôle, je trouve, moi-même en tant qu'MJ, je tape pas assez souvent dans l'équipement. Mais en fait, il n'y Mm. a pas de raison. Tu tombes dans un trou, par exemple, ou tu glisses, ou t'es à Cthulhu, ta voiture déraille et tombe dans le fossé. Bah ouais, mais pourquoi? Certes, ton personnage peut être blessé, mais qu'en est-il de ta lanterne, tu vois, Mm. ton livre de sorts, qui est peut-être pris cher quand la voiture s'est mise à brûler, ce genre de choses. Donc c'est... Et j'ai eu un coup de cœur pour ça, parce que un peu dans le même concept que le maître de jeu parfois ne tient pas assez compte du fait qu'il peut taper dans l'équipement. Moi, ce que je trouve intéressant, avec tout, mais l'équipement en particulier, c'est l'idée que quand on décrit des actions, on décrit cet équipement, on décrit les choses qui qualifient le personnage et l'équipement en fait partie. Et j'ai eu un coup de cœur récemment en participant à un playtest de Tales of Xadia, qui est le jeu en développement, qui est l'adaptation officielle de Dragon Prince, qui est une série Netflix animée que je recommande vivement. Et en fait, je trouve ce système super élégant, que ça soit ce qu'on considérerait des traits à la Fate, les attributs, les compétences, du background, ou ce qu'ils appellent des assets, donc c'est de l'équipement, mais ça peut être aussi un sort éventuellement, sont gérés de la même façon. Ils ont un dé qui va du D4 au D10, si je me souviens bien, oui, au D10, qui leur sont assignés. Donc par exemple, actuellement il y a juste un primer des règles et vous avez une série de personnages prédéfinis avec lesquels jouer. Mais moi j'ai joué à un garde qui avait une lance de garde mais particulière de cette garde-là dont il fait partie. Et la manière dont ça marche, c'est que quand tu mentionnes quelque chose dans ta description de l'action, ça active les choses. Donc si ça va toujours activer une compétence et un attribut, mais si tu commences à dire ah mais je fais partie du peuple libre de cette région et je suis en train de parler à des gens du peuple et donc ça me permet d'engager avec eux. Si en plus je décris, ah, et je tiens ma lance de la garde qui est un signe de respectabilité, ça veut dire que le dé de la lance va être rajouté à comment on appelle ça, ta poule, ton Ton pool pool de de dés, quoi, à dés, ton jet, ouais. Hmm. à ton jet pour le lancer. Donc ça Mm. veut dire que les joueurs sont constamment encouragés de mentionner des spécificités de leur personnage, y compris des objets qu'ils ont. Et c'est vraiment la seule caractéristique de cet équipement, c'est ce dé. Donc il y a pas de choses très spécifiques comme Donjons et Dragons qui te dit oh ça te donne plus un à un jet d'enquête, ça te donne plus 2 pour taper quelqu'un à distance ou des choses comme ça. Non, si tu le décris dans une scène et que son usage est cohérent avec la narration, le dé rejoint ton petit pot de dés et tu le lances avec. Et ça permet oui, de toujours les ramener. Et finalement, cette lance devient vraiment une part importante du personnage et de la manière dont on se l'imagine. Ce qui, ce qui est logique. Si tu étais face à un type qui se balade tout le temps avec une lance comme ça, la lance, tu la vois tout le temps. Donc c'est normal Mm. de la mentionner Y souvent. aurait-il le roi Arthur sans Excalibur, hein? Tout à fait. Exactement. Et Excalibur est pas forcément pour taper quelqu'un en travers du Non, non. visage. D'ailleurs, Excalibur, le roi Arthur, si je me souviens bien d'une des versions de la légende, ses problèmes, il a été battu quand il l'a sorti de son fourreau. Mm. Tu peux avoir Excalibur à ton côté et t'essaies de faire de la diplomatie, mais parce que t'as Excalibur à ton côté, ben voilà, les gens la ferment à la table ronde. C'est clair. On commence déjà à se diriger vers la deuxième partie, c'est-à-dire bah, l'objet
comme centre narratif. Et j'ai juste une dernière question. Il y a un petit truc pour terminer sur. Tu parlais de l'utilisation des objets dans DD. Il y a quelque chose qui m'a plus spécifiquement sur les armes. Parce qu'effectivement, l'équipement, c'est clairement pas le coco, le combat. On peut faire plein de choses avec l'équipement. Mais sur les armes, j'ai trouvé très peu de jeux, à moins que vous ayez peut-être des exemples. Moi, j'en ai qu'un. Où il y a vraiment une différence mécanique ou même narrative de j'ai une hache ou une épée ou une. C'est très souvent dans les jeux de rôle, c'est assez peu utilisé. Moi, le seul exemple que j'ai, c'est Deep Six, qui est un jeu de James Tornad, et qui a fait aussi donc Brigandine, Brigandine. Et dans, Sherwood et Faces, ouais. et donc dans Deep Six, c'est un jeu qui se veut pour reproduire du HeroQuest. On peut faire du jeu de rôle avec, mais il y a quand même ce côté HeroQuest avec des cases. Et il a donné un intérêt, avoir une masse d'armes, c'est plus efficace contre les morts-vivants, par exemple, parce que tu casses les os, etc. Les épées, ça permet de taper en diagonale, alors que toutes les autres épées, c'est en perpendiculaire. Enfin, les haches, ça te permet de défoncer les portes de manière plus simple, plus facile. Enfin bref, à chaque fois, prendre telle ou telle arme, ça fait un sens, t'as quelque chose d'intéressant à faire avec. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux, à moins que vous ayez une idée comme ça, qui, je trouve, donne un vrai intérêt, justement, quand on s'équipe, parce que c'est un peu aussi un des jeux, hein, on joue à la poupée Barbie avec son personnage, on l'équipe, mais très souvent, beaucoup d'équipements, parce que les armes, je trouve, sont plus esthétiques, en fait, que réellement impactants dans l'histoire ou la mécanique. Je sais pas si vous avez des contre-exemples. Je me souviens de DD 3.5 qui avait des types de dégâts. J'y ai joué il y a longtemps. Et j'imagine que Pathfinder a quelque chose comme ça. Donc, par exemple, les dégâts perforants marchaient mal. Donc, les flèches, les rapières marchaient mal contre les morts-vivants parce qu'il fallait avoir des dégâts contendants pour casser de l'os plutôt que percer à travers un squelette. Tu passes entre les côtes, ça fait Alors, pas grand-chose. Je crois qu'il y avait aussi des choses genre le feu ou des choses ainsi qui étaient associées dans à la différents types cinquième de édition, dégâts. il y a pareil, il y a contondant, perçant et tranchant, mais ils n'ont aucun impact, à moins qu'un D'accord. monstre ait la faiblesse là-dessus. Et dans le bestiaire, Oui. les monstres sont très neutres par rapport à ça. C'est au MJ de décider que, par exemple, tous les squelettes ont faiblesse au contondant. Mais D'accord. c'est-à-dire que, en gros, les armes ont des différences entre contondant, tranchant ou brûlant, empoisonné, etc. Mais c'est juste des mots qui n'ont aucun impact sur le jeu, jusqu'à ce qu'en face, tu décides, ou que dans le bestiaire, ils aient décidé que tel monstre avait résistance, d'ailleurs c'est plutôt des résistances que des faiblesses, à genre l'élémentaire de feu et la résistance au feu, tu vois. Et peut-être faiblesse au froid. Là, ça fait sens d'avoir des dégâts de froid. Mais sur tout ce qui est contondant, tranchant, etc., il y a très peu de monstres qui exploitent cette mécanique, en tout cas dans la 5. Et donc c'est pour un MJ de 5ème édition, il y a un boulot en fait à se dire, bon, on va essayer de redonner un sens pour que l'histoire que les personnages se différencient, ce genre de choses, etc. Mais ça a été pas mal gommé dans la 5ème édition. Moi, je pense directement à L5R, la V5. Je sais plus comment fonctionne. J'ai testé la V3, moi, donc je ne sais plus comment elle fonctionne. Mais dans la V5, tu as des marqueurs qui ont des impacts en combat, notamment les armes sacrées qui vont faire beaucoup plus de mal à tout ce qui est outre-monde, souillure, etc. Mais je pense aussi aux katanas et aux armes cérémonielles qui ont justement ce marqueur cérémoniel ou magnifique, etc. Et qui vont te donner des effets à la cour, en fait. Et qui vont te permettre, en fait, d'être plus honorable ou en tout cas d'être mieux vu, mieux perçu. Je pense aussi, c'est basique. Alors, c'est pas sur les types de dégâts, mais Warhammer différencie ses armes beaucoup avec justement ces marqueurs qui ont des effets en jeu. Je pense à lente, percutante, à recharger. C'est des marqueurs, c'est des petits mots comme ça, précises, rapides, équilibrés, défensifs, qui vont te permettre de faire des parades, etc. Et qui vont beaucoup changer le gameplay. Euh, de mémoire, par contre, si je ne dis pas de bêtises, il ne séparait pas, par exemple, les armes à une main et les armes à deux mains. Genre une épée et une hache à une main, ça fonctionne de la même façon. Tu as pas de différence. Mais ces jeux-là le font. Ouais. Ces jeux-là le font. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui te permettent d'avoir des petites différences en plus des dégâts. En tout cas, moi, mon conseil de MJ par rapport à ça, c'est que si vous vous retrouvez dans un jeu où vous voulez mettre ça en avant, évidemment, c'est absolument pas une obligation. Mais il y a moyen, avec Donjon 5, c'est facile parce qu'il y a avantages et désavantages. Mais au-delà de taper dans l'équipement, il y a aussi taper dans le bon outil au bon moment.
C'est-à-dire avoir une Mm. épée à deux mains dans un donjon avec des pièces exiguës, c'est logique que tu te dises, bah non, t'as des avantages pour taper Coco, parce que va brandir ton épée, tu vois, donc peut-être que ça vaut mieux que t'aies une épée courte quand t'es dans ton donjon. Bref, c'est une manière de rendre le jeu de l'équipement Mm. plus intéressant quand tu montres que tout équipement n'est pas utilisable à chaque fois. Je dis pas que je Ouais, le fais tout le temps, hein, parce que on n'y pense pas toujours, ou parfois le rule of cool, et puis bon, on n'est pas là pour s'emmerder avec ça. Mais je pense qu'il y a des ressorts dramatiques qui peuvent sortir de ce complètement. genre de choses. De mémoire, Brigandine fait ça aussi. Vas-y, pardon, excuse-moi, Calum. Je pense que Nightcrawler avait des choses un peu comme ça aussi, mais je pense que c'est pas forcément une question non plus de ah tu vas faire un type de jeu qui tient compte de ces choses-là ou tu vas faire un type de jeu qui ne tient pas compte de ces choses-là. Je pense que c'est aussi une question de circonstances. Le problème quand on parle de système, et je pense que c'est le problème de beaucoup de vieux jeux traditionnels, c'est qu'ils essaient de prévoir toutes les circonstances dès le départ. Et finalement, on a ce système très complexe dont on utilise très peu de choses parce que ça serait très lourd à utiliser tout le temps. Et je pense que, pour être honnête, la philosophie même de choses comme GURPS, etc., je pense pas que ça a jamais été l'idée que tu utiliserais toutes les règles tout le temps. Je pense que tu étais censé aller à ton Faire le buffet et prendre tri. ce qui te convient. Mm. Mais donc utiliser contendant, tranchant, etc., comme dans 3.5 ou 5e édition, à tout le temps, je pense que ça deviendrait éventuellement pesant. Et encore une fois, si des joueurs font ça et ça les amuse, ça peut être tout à fait un style de jeu valide. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est t'as tes héros, t'as tes joueurs, et tu vas ignorer ces choses-là pendant pas mal de temps, et ça va affronter des gobelins, des kobolds, des choses relativement communes qui n'ont pas des propriétés très particulières. Et puis soudain, t'as les deux situations opposées. La première, c'est nos joueurs vont, nos aventuriers vont s'en aller affronter une créature particulière, et ils ont le bon sens. Peut-être qu'ils ont un ranger parmi eux ou un druide où ils vont se renseigner, ils vont faire des recherches sur cette créature, c'est quoi son truc, c'est quoi ses faiblesses, et ils vont s'équiper en fonction. Et à ce moment-là, tu l'utilises, tu utilises ces règles pour qu'ils aient les avantages vers lesquels ils ont travaillé, parce que la situation a fait que c'est devenu important ces règles, donc ça les active alors qu'elles étaient inactives avant parce que pas très utiles. Ou à l'opposé, les joueurs ont toujours, c'est un peu les White Walkers dans Game of Thrones. Euh, nos braves soldats se sont battus entre royaumes pendant tout un temps. Ils sont, ah, je suis un grand soldat, un grand guerrier. Et tout d'un coup, ils sont devant un White Walker qui, qui lui est immunisé contre certains types de dommages, quoi. Et là, c'est la situation inverse, c'est un désavantage pour les joueurs. Mais encore une fois, la situation active ou pas les règles que tu vas utiliser. Après, ça peut être activé dès le départ, mais c'est vraiment, ça devient, ça a aucune importance jusqu'au moment où ça devient important. Tout à fait. Donc, Ouais. ça, c'était on va dire la première partie de l'émission sur comment on peut utiliser l'équipement traditionnel et faire plein de choses sympathiques et intéressantes avec. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire de l'équipement le centre de son histoire, au-delà de mon Dieu, je veux aller chercher l'objet magique et c'est tout ce qui motive la campagne, parce que souvent dans beaucoup de jeux, c'est il faut retrouver le sceptre de tel roi et donc ça va motiver tout le scénario, c'est le MacGuffin, comme on dit au cinéma. Mais il me semble que Kaloum, tu as donc écrit un jeu, Paris Gondo, qui a l'air de très clairement mettre l'équipement au centre de l'histoire. En Raconte-nous fait, c'est les ça. seules règles qu'il y a, c'est les règles d'équipement. Les personnages n'ont pas de caractéristiques du tout. Ils ont quand même deux points de départ. Mais bon, donc voilà, le jeu c'est Paris Gondo, la magie salutaire de l'inventaire, ou The Life-Saving Magic of Inventoring. Ceux qui aiment traîner sur Netflix ou aiment avoir des intérieurs très rangés auront peut-être reconnu une allusion à Marie Kondo, qui est comment dire, une conseillère en bien-être, très orientée rangement, dont la philosophie est que si tu as un objet qui ne crée pas une étincelle de joie en toi, tu devrais te débarrasser de cet objet. Ou que dans ton intérieur, tu voudrais toujours avoir une pierre qui te rappelle ta mère. Et donc on m'a introduit au travail de cette dame du Japon, qui a un show aussi sur Netflix maintenant. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et quand j'ai lu son livre
The Life-Changing Magic of Tidying, j'ai trouvé que au début de son livre, elle a des citations de clients très satisfaits. Il y a notamment un client qui dit: Ah, j'aurais jamais imaginé que de me débarrasser d'un objet, ça me changerait tellement. Et en lisant ça, je me disais, mais c'est une citation tout à fait honnête d'un client qui est très ravi du service qu'on lui a fourni, mais si tout d'un coup la personne qui dit ça, c'est Bilbon Saquet de la comté, c'est hilarant et ridicule. Donc, mon jeu n'est pas une moquerie du tout de Marie Kondo, mais il reprend certains de ses concepts et les transpose dans un univers à la Donjons et Dragons, mais pas seulement, où les aventuriers s'en vont et veulent faire du butin, ils vont choper du butin. Mais tout d'un coup, si tu as cette philosophie de OK, tu as du butin, mais est-ce qu'il crée une étincelle de joie en toi, ce butin? Si c'est pas le cas, tu devrais jeter ce butin. Tout d'un coup, ça fait quelque chose d'assez comédique. Et donc le jeu est très simple, c'est un jeu 100 mètres de jeu, en narration partagée, dont le centre consiste à... Le jeu commence là où la plupart des autres jeux se terminent. Vous êtes des aventuriers qui êtes arrivés à la fin d'un donjon, vous avez battu le boss du donjon, et vous avez le butin. Et donc voilà, donc les joueurs vont créer le butin, ils vont jeter des dés pour avoir des caractéristiques, ils vont devoir inventer des objets qui reflètent ces caractéristiques, donc s'ils ont c'est toujours sur une échelle de 1 à 6. On jette des D6 pour les caractéristiques. Si tu jettes 1, bah, c'est une chemise ou un caleçon. C'est 1, c'est pas encombrant. Si tu as un encombrement de 6, bah, c'est un piano. C'est plus difficile à se trimballer. Et tu as aussi une caractéristique d'utilité, pareil, qui va de 1 à 6. Bah, 1, bah, c'est la pierre qui me rappelle ma mère. C'est pas très utile. Je pourrais l'acheter au visage d'un gobelin s'il essaie de m'attaquer, mais c'est pas très efficace. 6, c'est une arme exceptionnelle, c'est Excalibur, c'est tout ça, ou c'est un kit d'ouverture des portes super efficace. Donc ça c'est, on a dit l'encombrement, l'utilité, on a aussi l'affiliation. Est-ce que c'est affilié à ta classe? Parce que bon, si t'as trouvé un kit d'ouverture des serrures et qu'en plus t'as un roublard, c'est beaucoup mieux Jackpot. pour toi. Alors, l'utilité est doublée. Et puis enfin, t'as l'émotion, pareil, qui est un de 1 à 6. Bah, 1, c'est un objet, t'es pas très attaché. C'est un t-shirt que t'as acheté chez H&M pour pas cher et c'est facile de retrouver un si tu le perds. Il est pas très beau. Et 6, c'est un truc exceptionnel. C'est un D20 qui appartient à Matthew Mercer ou c'est l'Excalibur c'est une légende. Et généralement, les joueurs inventent des légendes dans l'univers comme ça. Et donc, les personnages. Leur seule caractéristique, c'est leur encombrement maximum, qui va de 12 à 16. Le magicien est celui qui peut porter le moins. Le barbare est celui qui peut porter le plus. Et l'autre aspect, quand tu choisis ta classe de personnage, c'est leur inventaire de départ. Le barbare peut porter plus, mais il a un inventaire pourri au départ. Il a une tasse souvenir en crâne qui sert à rien. Et le magicien, il a un équipement qui est un peu mieux de départ, même si c'est lui qui peut porter le moins. Mais là-dedans, il a un livre de sorts de niveau 1 qui est pas très utile. Donc est-ce qu'il va s'en débarrasser? Parce que bon, une fois que tu as créé les objets, il est temps de choisir qu'est-ce que tu vas garder et pas garder. Tu gardes les choses en fonction de leur utilité, de leur émotion et de leur charge. Et tu dois faire des choix difficiles. Est-ce que je prends les choses auxquelles je suis attaché émotionnellement ou est-ce que je prends les choses qui vont permettre au groupe de s'échapper du donjon? Parce que ça va être galère de sortir du donjon. Et en fonction de ça, après, bah, il y a le périple de retour. Et en fonction de ce que tu as comme objet dans ton inventaire, c'est ce qui définit tes caractéristiques finalement, c'est tous ces objets. Et ben, tu vas voir si tu survis à la sortie du donjon, si tu arrives à rentrer chez toi une fois que tu es sorti du donjon. Et enfin, une fois que tu es rentré chez toi, grâce à l'émotion, est-ce que tu vas avoir une expérience revigorante et stimulante jusqu'à la fin de tes jours? D'accord, donc ça se joue presque en deux parties. C'est-à-dire, la première partie, c'est on est tous autour de la table et on détermine comment on se répartit le butin. Et on crée le butin, on se discute sur qui doit l'avoir, comment, etc. Tu conseilles de le faire en roleplay, ça, ou c'est quelque chose de très méta à ce moment dans ton jeu? Tout en roleplay. Le D'accord. conseil du jeu, c'est quoi que tu fasses. Donc les gens, en fait, les objets sont représentés par des cartes que tu remplis. Et les joueurs sont invités à s'échanger les cartes ou s'en débarrasser. Mais le gros conseil du jeu, c'est que bah, tu pourrais jouer de manière très sèche, juste en suivant les règles. Alors, je prends ça parce que ça a autant en utilité, autant en encombrement.
Non, non, si tu abandonnes une carte au milieu de la table, ou que les autres joueurs pourront le prendre, tu devrais décrire ton mage qui est un peu la larme à l'œil parce qu'il va se débarrasser de son livre de niveau 1 de sort qui certes n'est pas très utile, mais il a développé un certain attachement pour lui. Alors il décrit aux autres joueurs, bah, vous voyez mon mage qui cérémonieusement dépose son livre de sort numéro 1 et je suis qui joue le barbare, vous dire bah, je ramasse le livre de sort parce que ça a l'air marrant comme lecture, ça peut m'être utile, je le mets dans mon pagne. Et voilà quoi. Et en fait, il y a 6 étapes à la méthode Gomme Paris, plus la session 0, qui est aussi importante, c'est une des étapes, le setup. Mais la première étape, les joueurs créent ensemble rapidement le donjon, avec quelques mots-clés, pour avoir une idée d'où on est, et ça influence à quoi ressemblent les objets. La deuxième étape, c'est la création de la compagnie et des personnages eux-mêmes. Troisième étape, c'est le butin, le loot. La quatrième étape, c'est l'inventaire, l'échange des objets. La cinquième, c'est le périple de retour. Donc on essaie de sortir du donjon et de rejoindre sa maison ou l'endroit où on a décidé de finir ses jours. Et enfin, la sixième étape est l'épilogue émotionnel, où on découvre qu'est-ce qui va se passer. Et les jets à chaque fois, c'est ok, bah ok, tu as réussi le jet pour aider le groupe à sortir du donjon, par exemple, pendant le périple de retour. Eh bien, explique-moi quel gros danger, quelle grosse menace on a trouvé dans le donjon en essayant de sortir, et comment tu nous as sauvés de cette menace grâce à un de tes objets. Et les joueurs improvisent ce qui s'est passé. Épilogue émotionnel, c'est ok, ben t'as raté ton épilogue émotionnel, t'as fait un mauvais jet, t'avais pas des bonnes caractéristiques. Explique-nous pourquoi, malgré ton succès, malgré être rentré chez toi avec ce butin, avec le trésor que t'as décrit, etc., t'as toujours eu un vide en toi. Tu t'es jamais senti complètement épanoui. Explique-nous ce qui s'est passé et comment s'est passé jusqu'à tes derniers jours. Et le joueur décrit ah, sur mon livre de mort, j'étais non, j'aurais jamais dû abandonner la tablette de Skelos dans le donjon que le joueur a abandonné derrière parce que la tablette de Skelos elle faisait 4 en encombrement et il avait pas la place dans son inventaire. D'accord. Bah écoute, c'est intéressant parce que tu joues en fait des endroits qu'on joue presque pas, c'est-à-dire ce moment important du partage de butin et moi de mon expérience est très peu joué par les joueurs. Souvent on est très pragmatique, hein. Bon bah, ça te sert, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça voilà, hop, ouais, qu'est-ce qui est le plus petit dans le groupe quoi. Et c'est vrai que la charge émotionnelle du joueur par rapport à l'objet qui devient un vecteur de mémoire en fait de son aventure est quelque chose qui est rarement exploité dans le jeu de rôle. Clairement, clairement. Moi, j'aime beaucoup et j'aimerais bien tester ton jeu dans une interpartie, notamment de l'anneau unique, qui gère beaucoup les voyages, qui gère beaucoup cet aspect-là, et où justement tu as ces phases de communauté où tu vois vieillir tes personnages, etc. Et je me dis que ça peut être un ajout de ouf pour justement se dire, ok, on a été pillé Erebor, on a vaincu Smaug, alors pour donner un exemple qui parlera à tout le monde évidemment. On a récupéré peut-être l'Arkenstone, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cet Arkenstone? Est-ce qu'on va pas plutôt prendre ce magnifique anneau qui nous rappelle notre vieille grand-mère? Elle nous en avait donné un comme ça quand on était petit, mais on l'avait perdu dans la rivière. Je trouve que c'est un potentiel de jeu de dingue et, et qui se rajoute en plus facilement à d'autres jeux en fait. C'est ça qui est cool. C'est que c'est un add-on presque. Il y a une logique très jeu vidéo, comme on a dit, quand on se partage toc 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 le butin en général. Et je trouve que justement, on a ce système presque d'add-on qui est très jeu vidéo, et où justement on casse cette logique de jeu vidéo à mettre de l'histoire, à mettre de l'implication, du choix et de l'émotion, et je trouve que c'est très très chouette. Donc moi j'aimerais bien tester celui-là, clairement. Bah, Sinon, la écoute, chose que je déconseillerais, a priori, le jeu tel qu'il est conçu, je vois difficilement comment tu pourrais prendre les règles et les mettre dans un autre jeu, dans le Mm. courant de la campagne. Par contre, là où je pense qu'il y a un potentiel, c'est si les joueurs jouent une campagne de donjon, ou même dans d'autres univers. J'ai déjà fait des parties à la Call of Cthulhu, on était dans une dimension non euclidienne, on a retrouvé une baguette magique de redressement absolu, donc ça redressait tout, les trucs tordus. Les coups tordus, les torts, ça redressait les torts aussi quand tu utilisais cet objet magique. Mais c'est bien si tu as une campagne qui traîne et que tu veux la conclure, tu pourrais conclure la campagne avec ce jeu, ou tu
tu peux faire un time off peut-être avec ça, ou tu peux peut-être développer ton univers avec une légende d'un autre groupe d'aventuriers qui a fait quelque chose, et peut-être que ça s'est pas tout à fait bien passé pour eux, mais tu peux faire l'histoire. Ce que je verrais bien, par exemple, pour un truc genre classique Donjons et Dragons ou un OSR, c'est tu pourrais jouer la légende des héros qui t'ont précédé, quoi, et tu développes ainsi des objets et des événements qui sont passés avant. Alors est-ce que la manière dont la légende est on en parle, est-ce qu'elle elle colle vraiment à ce qui s'est passé? On sait pas trop. Mais tu peux marcher dans les pas d'une partie que tu aurais fait de Paris Gondo, la magie salutaire de l'inventaire. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Je pense que c'est pareil. Ça peut être une super idée sur un one-shot pour casser, entre guillemets, un peu le rythme et jouer sur les ancêtres, etc. Et ça peut être très très cool. Retrouver un vieil objet magique qui racontait finalement son histoire du précédent aventurier qu'il a eu, quoi. Euh, Moi, de mon côté, pour remettre l'équipement au centre du jeu et au centre un peu de la partie, j'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup avec les nouveaux joueurs, parce qu'en général, les nouveaux joueurs, ils sont beaucoup sur leur fiche de perso à regarder leurs stats, leurs carac, etc. C'est donner un ou deux items, un ou deux objets, pardon, très spécifiques, et quand ils les utilisent, tu leur donnes une plus-value sur leur jet. Alors, c'est rarement quelque chose que je quantifie exactement, mais ça peut être un avantage sur un jet, donc un dé supplémentaire, on choisit le meilleur, un bonus fixe, etc. Pour que c'est aussi une méthode d'apprentissage, de se dire on va chercher d'autres choses sur notre fil de perso que les stats, les stats, les stats. Ok, tu joues avec ça, puis on va commencer avec les traits du personnage. Ah, tu es plutôt charmeur, très bien. Eh bien, quand tu essaies de charmer quelqu'un, tu auras un petit bonus. Et tout ça, en fait, je m'en sers. Alors, ça peut être un long processus, mais je m'en sers pour qu'ils se servent du monde autour. En général, je dis toujours à mes joueurs, la scène, je vous la décris en partie, mais si vous êtes dans une auberge et que tu me dis que tu prends un tabouret pour taper sur la tronche de quelqu'un, tu prends un tabouret pour taper sur la tronche de quelqu'un. Il n'y a pas de souci. En général, les joueurs s'en saisissent pas, parce que c'est compliqué, mine de rien, de se dire, de s'imaginer ce qu'il y a dans une pièce quand on est le personnage. Et en fait, les amener à utiliser leurs objets à eux, ça les amène aussi à utiliser les objets qui les entourent, le monde, en fait. Tu es dans une allée, on est dans un Paris du 18e, on joue un truc euh, un peu de KPDP? Très bien. Eh ben, écoute, tu peux me faire des. Oui, il y a un tonneau, évidemment, il y a une charrette qui passe et tu peux t'élancer dessus. Ah, tu décides d'utiliser ta ceinture pour en faire une tyrolienne et descendre le long des façades. Parfait, exactement. Ne me fais même pas le jet, ça marche. Et ça permet aussi justement de recentrer autour du personnage et du joueur, quoi. C'est un truc qui fonctionne plutôt bien pour l'instant de ce que j'ai testé. Tu veux dire d'encourager le player skill? Oui et non. Alors, ouais, oui, c'est vrai, ouais. Alors oui, mais c'est surtout d'encourager le fait de se saisir de son personnage et que ce soit plus qu'un squelette de chiffres, parce que bon, un squelette de chiffres, c'est marrant, mais on s'attache pas trop, quoi. Pour rejoindre la pensée de Paris Gondo, on s'attache aux objets, on s'attache à tout ce qu'on a récupéré, bah ouais, bah, attache-toi à tout ce que t'as, ouais, carrément. Même à Donc, ton slip, parce que des fois, ça va secouer, quoi. donc Ma moi, frustration avec une idée qui est sympathique dans Donjons et Dragons 5e édition, il y a dans le cadre des backgrounds, tu jettes sur une table et tu te retrouves avec un objet particulier. J'ai jamais eu la chance d'avoir un maître de jeu qui en faisait quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment une opportunité manquée de donner une touche de couleur. Donc j'aime vraiment beaucoup ton idée. Ça me fait aussi un peu penser comment à Brindlewood Bay, à chaque joueur, à la création de personnages, invente un objet, un petit objet que l'autre joueur, chacun des autres joueurs auront et qui sont en rapport avec leur personnage. Donc si tu joues la... Donc Brindlewood Bay, tu joues des vieilles dames qui mènent des enquêtes à la Mm. arabesque, comme ça, mais avec un petit mélange de Call of Cthulhu. Et donc c'est très orienté, elles ont des hobbies, elles font de l'apiculture, du jardinage, ou elles font du macramé, des choses comme ça. Bah, le joueur dit, ah bah t'aimes bien observer les oiseaux, t'as cette petite paire de jumelles, et tu mets juste dans ton inventaire petite paire de jumelles, tu l'as pas, mais si tu la mènes dans le jeu, ça te donne un avantage. Ouais. Mm. donc Et en c'est un truc gros, qui marche vachement. en conclusion, on pourrait dire l'équipement, moins d'équipement, mais plus de plus-value narrative avec votre équipement, quoi. Ouais, complètement. Vos joueurs aiment partir à la chasse au loot, faites que ça compte en fait. Parce qu'on a souvent, j'en parlais avec Pathfinder, mais c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup, cet appât du loot, qui est un appât du gain finalement. Ce côté très matérialiste des joueurs de Ah, dis-moi ce qu'il y avait sur ce gobelin, pour reprendre l'exemple du gobelin. Ok, ouais, mais fais en sorte que ça compte derrière. Serre-t'en,
Ah, il a récupéré un truc sur le gobelin, mais c'est dommage. Il y avait toute une famille de gobelins qui le cherchait. Il va se retrouver avec une horde de gobelins aux fesses. Tu vas voir si ça va pas créer du jeu. C'est des conseils simples, vous pouvez vous en saisir et il y a plein de choses à faire avec. Tout à fait. Moi, ma spécialité, c'est de prendre d'essayer de faire le plus possible des reliques dans ces choses-là, c'est-à-dire des objets qui ont qui ont des objectifs, en fait. Ouais, Qui sont pas obligatoirement parlants, mais qui vont influencer les joueurs par leurs rêves, leurs actions, etc. C'est-à-dire qu'ils soient vecteurs, créateurs de... Voilà, au lieu que ce soit le sidekick, bah, c'est l'objet magique, c'est le c'est clair. sidekick. Mm, complètement. Bah Il écoutez, y a des merci. tables, hein. Comment? Il y a des tables pour Donjons et Dragons, Tout juste à pour fait, oui, finir. oui, 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 tout Il à y fait. a I Loot 2, et la plupart des créatures de Donjons et Dragons, ils ont une petite table où I Loot the Werewolf. Là, j'en regardais une, Loot the Werewolf, tu jettes un dé 12, je fouille le loup-garou. Si tu fais un 1, bah, tu trouves une barre de chocolat. C'est un petit supplément Donjons et Dragons Mm, sympathique. I Loot the Vampire, I Loot the Gnoll, etc. mm. J'en ai pas parlé, mais Warhammer fait un truc très bien, c'est les ingrédients pour les sorts, qui peuvent donner du coup des bonus, mais où du coup le mage se retrouve avec des trucs complètement invraisemblables. Ça peut être de la cendre, comme un ongle perdu un 11 septembre, enfin j'exagère un peu, une pomme à moitié pourrie, etc. Une oreille de Urgor, etc. Et du coup on peut se retrouver avec un mage, c'est littéralement de qu'est-ce que tu veux, c'est mon truc. À sortir des trucs complètement plus improbables les uns que les autres. Avec un doigt pourri, une Complètement, vieille avec un pomme doigt qui pourri. pue, là. Et c'est une mécanique qui est bête, qui est en plus très simple, c'est des plus un, c'est des plus 2 au jet, mais qui marche tellement bien, où justement ça peut parfaitement créer ces histoires. Ah ouais, t'as un doigt d'Urgor, mais en fait quand t'arrives en ville, finalement tu vois un répurgateur qui est en train de regarder un peu tout le monde, et il voit que t'as une mine un peu chelou, il va te faire un contrôle d'identité, tu vois, pour remettre ça un peu... Voilà. Tu vas devoir lui présenter tout ce que t'as, quelles sont tes explications, ou comment tu t'en sors, quoi. C'est chouette un bonus parce que justement, une fois de plus, Donjons et Dragons 5ème édition, il y a souvent des descriptions de choses dont tu as besoin pour jeter des sorts, mais c'est à nouveau quelque chose qui est très peu, voire pas du tout utilisé par les maîtres de jeu. Mm. Et c'est c'est pas un problème en soi. Encore une fois, ça peut devenir important. Je sais bien que même Critical Role, je me souviens de séances où leur mage, je sais pas si c'était un mage ou autre chose, allait chercher des choses particulières parce qu'il voulait faire des sorts particuliers. Donc, encore une fois, si ça devient un ressort narratif, ça devient sympa. Ces choses-là sont disponibles pour vous de les utiliser. Utilisez à bon escient plutôt que d'inventer, d'aller chercher des accroches à gauche et à droite pour vos scénarios. Allez voir dans ces trucs-là et si le voleur a une montre, bah, faites que la montre appartenait peut-être à quelqu'un avant et c'est ça qui démarre le scénario. Mais pour finir sur le sujet et finir la vidéo, le truc c'est que dans Donjons et Dragons particulièrement, il y a tellement de mini-règles partout qu'on oublie facilement ces règles-là parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont plus visibles, comme le combat, la discrétion, enfin c'est des choses qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus prégnantes. Et donc, par secondo, tu mets au centre l'objet de... C'est un bon exercice parce que ça permet de voir à quel point on peut réutiliser l'équipement. On se dit, ah tiens, je pourrais peut-être créer quelque chose d'intéressant avec. Mais je pense qu'il faut, à mon avis, faire moins pour faire plus, c'est-à-dire moins d'équipement, moins de focus, mais quand il est là, prendre vraiment le temps de que ça devienne quelque chose de prégnant dans l'histoire. Et effectivement, être autour du feu et demander, dis-moi quel souvenir tu as avec cette dague, par exemple, est une manière comme une autre de déclencher des choses. En tout cas, merci à vous, merci Kaloum, merci Axel pour cette émission de Jouons avec l'équipement. Mm. Voilà, je sais pas si ça va être la dernière de la saison avant septembre, peut-être. Oh, wow. Non, 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 on en a une encore dans les Encore cartons, une dernière. les jeux de l'été. Ah oui, non, non, c'est pas la dernière émission de la chaîne. La dernière émission de la chaîne pour cette saison, c'est la prochaine. Mais la Mm. dernière, et jouons avec de la saison Ah en oui, ah oui, septembre, c'est oui, 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 celle-là. oui. Pardon, oui, oui, c'est moi qui n'écoute pas jusqu'au bout quand tu parles. Oui, oui. Donc voilà, encore une émission de JDR Factory avant la trêve estivale. Puis on reviendra en septembre. Exactement. Et ben merci à vous, à bientôt. Ouais, merci Kaloum, c'était très Un grand cool. merci. Un grand Merci, merci merci. de m'avoir invité, c'était un plaisir Et de ben, discuter avec vous. au plaisir sur d'autres sujets. À bientôt. Au Au revoir. revoir.